Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à cette deuxième portion de la capsule où nous discutons des conditions d'hospitalisation et d'hébergement en psychiatrie qui ont eu lieu durant la pandémie. Bonjour, Jean-François. Nous sommes rendus à la deuxième portion. Vraiment, première capsule hyper intéressante. Qu'as-tu à nous raconter pour cette deuxième portion? Bien, dans un deuxième temps, donc, on a vu dans la première partie que les conditions de vie au quotidien qui était un peu pénible pour l'ensemble de la population pendant certains épisodes de la pandémie, a été vraiment extrêmement difficile pour les personnes, notamment qui étaient hospitalisées en psychiatrie ou qui étaient hébergées dans des ressources d'hébergement en santé mentale. Mais nous, on a été témoins d'autres manifestations de ces difficultés-là, notamment ce qui concerne justement plus strictement le respect des droits reconnus par les lois aux personnes. Parce que l'urgence sanitaire, ça a suspendu certaines des libertés, mais ça n'a pas suspendu l'ensemble des lois. Donc, notamment, pour garder une personne à l'hôpital contre son gré, en vertu de la loi P38 dont on a déjà parlé, la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui, bien, il fallait toujours passer devant le tribunal, devant la Cour du Québec. L'établissement devait présenter une requête et traditionnellement, la personne se rendait à l'hôpital déléguait ses propres représentants et les discussions se faisaient dans une salle d'audience en présence d'un juge et des avocats concernés. Avec la pandémie, tout cela a changé. La première chose qui est arrivée, notamment, c'est que les tribunaux ont fermé leurs portes. Donc, on a cessé pendant un certain nombre de semaines, au début de l'année 2020, de tenir des audiences dans les tribunaux, sauf en cas d'urgence. Et c'est quoi les cas d'urgence? Bien, c'est les cas notamment qui sont reliés à la santé mentale. Donc, on n'a jamais suspendu la possibilité qu'avaient les établissements de santé de priver les gens de leur liberté pour toutes sortes de raisons qui ont attrait ou plus ou moins à la dangerosité, comme on en a déjà parlé dans le passé. Mais les gens ne pouvaient plus se rendre à la salle d'audience. Ça, ce n'était pas possible. Il fallait donc le faire par un peu ce qu'on fait présentement par visioconférence, par conférence à distance. Ça a l'air facile comme ça a l'air de ne pas poser de problème. Et de toute façon, ça existait déjà avant la pandémie. Mais nous, on a rapidement identifié, on l'avait fait avant aussi, une série de problèmes autour de ça. Notamment, quand on est dans une cour de justice, on est supposé être dans un terrain neutre. C'est-à-dire que les deux parties se rencontrent sur une base qu'on espère égalitaire, dans un terrain qui n'est ni celui de l'un ni celui de l'autre, pour convaincre le juge, chacun de leur bon droit. Là, c'est plus ça qui se passait. La personne, elle restait à l'hôpital, sur le terrain, donc, de l'hôpital, et en présence uniquement de gens de l'hôpital, parce que l'avocat de la personne avec qui elle devrait avoir un contact très, très étroit à cette occasion-là, n'entrait pas dans l'hôpital. Il ne pouvait pas rentrer, on ne savait pas de visite, on l'a vu plus tôt. Donc, moi, j'ai vu des cas où la personne était assise dans une salle avec son psychiatre à côté d'elle et son avocat qui était sur un écran quelque part qu'elle avait de la difficulté à voir, puis elle voyait à peu près pas ni le juge, ni la salle d'audience, ni l'avocat de l'autre partie, ni qui que ce soit. Elle était toute seule avec son médecin, finalement. Et ça, ça ne peut pas être une bonne administration de la justice. La personne ne pouvait pas c'est déjà extrêmement difficile pour une personne comme ça de convaincre un juge et d'acquérir la crédibilité qu'il faut pour être comprise et crue par le juge. Bien là, ça confinait carrément à l'impossible. Et donc, non seulement la personne n'était pas sur un terrain neutre, mais elle avait de grosses difficultés à communiquer avec son avocat parce que ça ne pouvait se faire que par écran interposé ou par téléphone. Elle avait déjà
que les gens ne comprennent pas très bien pourquoi ils sont là, quel est le fonctionnement des audiences et tout ça. Elle ne pouvait pas compter sur le fait que le juge pouvait saisir qu'elle ne comprenait pas puis l'aider à comprendre comme c'est son rôle de le faire. Donc, Ouais. elle avait, au final, déjà qu'en temps normal, on l'a peut-être déjà dit, 97% des requêtes des établissements sont accueillies par le tribunal, au moins partiellement. Bien là, ça faisait qu'il était encore plus difficile pour la personne d'éviter la requête, d'éviter la perte de liberté qui était demandée au tribunal parce qu'elle avait à peu près plus aucun moyen de se défendre. Donc, c'était vraiment... puis ça continue comme ça encore maintenant dans bien des cas. Et les établissements, eux, ils ont vu beaucoup d'avantages. Ils se sont dit, c'est bien, on n'a plus besoin de transporter la personne au palais de justice, Ouais. on n'a plus besoin de mettre du personnel avec elle, on va la garder à l'hôpital, on va continuer comme ça, même après la pandémie, parce que c'est bien plus pratique. Et nous, on est de ceux qui pensent que non, les audiences, notamment en garde en établissement puis en autorisation judiciaire de soins, sont des litiges civils au même titre que n'importe quel autre litige civil et ils devraient se dérouler de la façon usuelle et le plus près possible là, de la normalité du tribunal avec les deux parties qui sont présentes devant le juge. Mais on va voir dans les prochains mois comment tout ça va évoluer, mais on perçoit que les établissements vont vraiment faire pression pour que cette pratique de la comparution à distance, qui, encore une fois, existait déjà avant la pandémie, se généralise. Alors que nous, ben, on est évidemment avec les personnes d'une opinion inverse. Il faut que ça se fasse uniquement dans des cas d'exception ou de grande nécessité. Mais Jean-François, est-ce que j'ai raison de dire, parce que je t'entends parler, je t'écoute parler de tout ça, cette clientèle-là qui a tellement besoin d'être comprise, j'ai comme l'impression que ce sont d'éternels incompris. Absolument. On dirait qu'on ne leur donne pas l'opportunité de s'exprimer parce que, bon, ils souffrent de problèmes psychiatriques, puis que pour les grands penseurs de ce monde, tu souffres de problèmes psychiatriques, alors ce que tu vas me dire, c'est sûr que ça ne tiendra pas la route. On dirait que d'emblée, ils sont jugés à tort et à travers. Est-ce que j'ai raison? Oui, la culture, ce qu'on nous on appelle la culture asilaire, la culture héritée des asiles d'aliénés, j'en parlais l'autre fois, c'est une culture en même temps qui est empreinte de paternalisme. Il faut comprendre que les gens dans les unités de soins sont pas mal intentionnés, ne veulent pas consciemment nuire aux personnes ou leur faire vivre des situations difficiles. Mais ils ont un biais paternaliste qui consiste à dire, moi qui suis le soignant, je sais mieux que toi, qui es cette pauvre personne aliénée, là, tu es en détresse, tu es en vulnérabilité, moi, je suis là pour te soigner et je sais quoi faire. Je vais donc te l'imposer parce que si tu le refuses, c'est nécessairement une manifestation de ta maladie. Donc, je vais te l'imposer et un jour, tu me remercieras. C'est un petit peu ça, l'approche. Mais Jean-François, est-ce que je ne veux pas te couper la parole, mais c'est aucunement aidant, cette façon de faire. C'est beaucoup plus frustrant. Oui, tout à fait. Pour la personne qui subit Ben, nous c'est ce qu'on pense, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut, et d'ailleurs, la loi sur les services de santé et de services sociaux va beaucoup dans ce sens-là, on pourra en parler une autre fois, elle va beaucoup dans le sens d'une participation active de la personne concernée à sa prestation de soins. Et la loi, elle ne fait pas de distinction entre la santé physique et la santé mentale. Elle ne dit pas, en santé mentale, c'est différent, on peut prendre des décisions à place de la personne. Elle dit, dans tous les cas, tout le temps, la personne doit être associée à la prise de décision autour de sa prestation de soins dans la plus grande mesure possible. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que, notamment, par exemple, avec les personnes âgées en santé physique, il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris de ce côté-là, mais en santé mentale, il y a aussi énormément de raccourcis en temps normal qui sont pris avec cette obligation légale-là que les établissements ont. Mais, encore une fois, la pandémie
elle a comme légitimisé cette idée. L'idée d'état d'urgence faisait en sorte qu'on n'était pas notamment dans un mode où les gens étaient portés à revendiquer le respect de leurs droits. Parce que partout dans la société, il y avait des droits qui étaient suspendus. Fait que les gens disaient, moi, je ne vais pas aller me plaindre de tel ou tel ou tel abus. Mais nous, on recevait quand même des appels, puis on disait aux gens, oui, plaignez-vous quand même. La pandémie, ce n'est pas un prétexte universel pour vous priver de l'ensemble de vos droits. Il y a des contraintes nouvelles et particulières, mais les lois continuent de s'appliquer. Donc, les gens étaient moins portés à porter plainte. Et on a aussi constaté notamment qu'il y a eu des augmentations importantes de doses de médication. On a beaucoup donné de ce qu'on appelle des PRN, des médicaments à donner aux besoins en situation de crise. Ces prescriptions-là ont beaucoup augmenté. Il n'était pas du tout évident que ça se faisait systématiquement avec le consentement libre et éclairé des personnes. Et il se trouvait donc, en général, une espèce de justification d'un autoritarisme qui a toujours existé, que nous, on combat depuis 30 ans, puis qu'on va combattre encore dans 30 ans. Mais cet autoritarisme-là, duquel les établissements tendent à se défendre en général, bien là, c'était plus ça. C'était justifié. Il y avait comme une légitimité derrière l'urgence sanitaire pour dire « Ah ben voilà, on est en urgence sanitaire, fait qu'on a le droit, on va enfermer les gens, on va les empêcher de sortir, on va les empêcher de recevoir de la visite. » Et on n'était pas ouvert, on n'était pas proactif envers l'idée d'aménager ces contraintes-là qui étaient réelles, qui continuent de l'être à certains égards, qui étaient réelles, mais la mission première du réseau de la santé mentale, c'est pas d'empêcher les gens d'attraper la grippe, même si la grippe est très dangereuse. La mission première du réseau de la santé mentale, c'est de faire en sorte que la santé mentale des personnes finisse par s'améliorer. Jean-François, je ne voudrais pas terminer la deuxième portion de cette capsule sans parler des recommandations que vous avez soumises pour contribuer à humaniser les soins et les interventions psychosociales en santé mentale. Quelles ont été les recommandations que vous avez émises? Bien, justement, je pense qu'une des recommandations qu'on a faites, c'est justement de dire qu'il y a une espèce de dialogue qui s'installe entre la santé publique et le réseau de la santé mentale. Parce que, par exemple, pour la question des visites dans les hôpitaux, depuis le virage ambulatoire, depuis 20 ans, une personne qui passe une chirurgie dans un hôpital, elle va rester à l'hôpital pendant 3, 4, 5, 6 jours maximum. Ça pouvait se concevoir, compte tenu de l'urgence sanitaire, qu'elle ne reçoive pas de visite pendant ce temps-là. Mais une hospitalisation en psychiatrie, en moyenne, c'est 42 jours. Donc, oui, c'est des gens qui ont des fragilités particulières par rapport à leurs émotions et qui, donc, peuvent avoir particulièrement besoin de contacts sociaux avec leurs proches, dans certains cas. De notre côté, il aurait dû y avoir des interactions qui se fassent, de la sensibilisation, qui se fassent du milieu de la santé mentale vers la santé publique pour dire, chez nous, c'est pas pareil. Chez nous, il devrait y avoir des aménagements supplémentaires parce que chez nous, les gens sont hospitalisés parce qu'ils ont mal à leurs émotions. Ils ont pas mal à leurs genoux ou à leurs épaules. Donc, il faut une approche différente. Il faut une approche... ce sont des gens particulièrement prudents, comme on l'a dit, par rapport à la contagion et à la transmission virale. Donc, il faudrait s'organiser pour que ça soit plus... il y ait des aménagements faits pour eux. Mais ça n'a jamais, de notre point de vue et de notre compréhension, ça n'a jamais effleuré l'esprit d'aucun gestionnaire en santé mentale, nulle part à Montréal. Moi, j'ai parlé de ça à certaines reprises, à certains moments avec des gestionnaires qui ont ouvert de grands yeux en disant, ben non, la santé publique a dit quelque chose, puis on le fait, puis il n'y a pas de discussion. Ben, il pourrait y en avoir des discussions si on avait la volonté d'en faire. Ça, c'est un des changements, une des choses qui pourrait être ajustée pour le mieux si jamais une situation semblable revenait là, à court terme. Jean-François, merci pour cette deuxième portion, pour cette capsule fort intéressante. Toujours intéressant de parler de la santé mentale qui, malheureusement, je pense que c'est un sujet encore tabou aujourd'hui. C'est un sujet qu'on ne veut pas trop aborder. Je pense que ces gens-là sont
en tout cas, de mon point de vue, des laissés pour contre. Merci de nous guider, de nous éclairer sur le sujet. Toujours fort intéressant. Eh bien, chers auditeurs, voilà qui termine la deuxième partie du sujet. Je vous donne rendez-vous à une prochaine capsule où nous discuterons toujours plus en profondeur des conditions en santé mentale. D'ici là, comme je le dis toujours, portez-vous bien, mais surtout, prenez bien soin de vous. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci.